Esta conferencia comenzará a grabarse. Amazing. Ok. Désolée, je galère un peu encore avec ça. Bon, ok. Donc, bienvenue sur cette présentation aussi de cours d'introduction aux sciences cognitives. Et ce cours portera sur le langage et sur l'acquisition. Et sur l'acquisition du langage, sur ce qu'on appelle le nativisme vs l'empiricisme, ou nature versus nurture, qu'on dirait en anglais. Et nous, on est Megan Dali et moi, Lara Narbonneau. Et je laisse Megan se présenter. Oui, donc comme Laura a dit, je m'appelle Megan, je suis doctorante actuellement au DEC, au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques, et je fais ma thèse sur l'acquisition des sons dans des langues étrangères. Mais aujourd'hui, on va de l'acquisition de langage chez l'enfant, donc c'est un peu une perspective un peu différente, mais quand même, on a hâte de vous présenter. Et bah, du coup, moi, c'est Lara. Et je suis en M2 du Cogmaster au DEC. Et je fais de la linguistique. Je suis en filière linguistique. Et je me spécialise plutôt sur la communication primate. Mais bon. Mais je fais de la linguistique aussi. Et du coup, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la linguistique? Donc on peut dire que la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage en tant que phénomène et cognitif et social. Donc en gros, on étudie le langage et qu'est-ce qui se passe dans notre cognition pendant qu'on parle, pendant qu'on entend du langage, qu'on processe, ou aussi comme dans la sociolinguistique, comment le langage s'articule avec la société. Donc quels sont les facteurs sociaux qu'on parle d'une façon ou d'une autre, comment on va adapter la façon de parler à une citation à une autre, par exemple. Et on peut aussi décrire le langage, donc faire une analyse un peu plus descriptive ou formelle du langage, avec l'objectif du coup de découvrir et d'écrire la structure des langues et les langues en tant qu'un ensemble, et pas forcément faire de la philologie de chaque langue en particulier. Et donc, ce qu'on va faire dans cette classe, c'est qu'on va vous présenter toutes les structures, d'abord les origines de la linguistique, après les différents niveaux d'analyse qu'on a du langage, et après Megan va vous présenter la partie plus acquisition du langage. Donc, les origines de la linguistique moderne commencent avec Skinner, avec le behaviorisme. Et en gros, Skinner, qui est ce petit monsieur ici avec ses pigeons, il avait une théorie qui est le conditionnement opérant. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que quand on a un comportement qui va accompagner d'une récompense ou d'une punition, on apprend. Donc, par exemple, lui, il travaillait avec des pigeons. Et par exemple, si les pigeons ils étaient dans une cage, il y avait un bouton. Et chaque fois qu'il pressait le bouton, il y avait de la bouffe qui sortait, de la nourriture qui sortait. Bah, ça, c'était la récompense du comportement d'appuyer le bouton. Et ils allaient apprendre qu'il fallait appuyer le bouton pour avoir de la nourriture. Par contre, aussi, à chaque fois qu'ils appuyaient le bouton, ils recevaient une décharge électrique, par exemple, ce qui est une punition, ce qui n'est pas très agréable. Bah, ils apprenaient qu'il ne fallait pas appuyer le bouton. Et en gros, ce qu'il disait Skinner, c'est pour comprendre les comportements, ça c'est très simple, appuyer un bouton ou pas appuyer un bouton, mais il allait plus loin, il disait tous les comportements animaux, humains, hein, il faut juste savoir les inputs qu'on a. Pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Si on a les inputs, on peut savoir quel est le comportement qu'on va avoir. Et il traitait aussi le langage comme un type de comportement. Donc ce qu'il disait, c'est que le langage, si on avait une récompense ou une punition, on apprenait ce qu'il fallait dire ou pas. Donc les enfants, ils apprennent dû à une réponse positive quand un mot, une structure grammaticale est bien utilisée. Donc s'ils utilisent un mot et ils ont une réponse positive, ils savent que cette utilisation du mot est la bonne, donc ils vont utiliser ce mot-là. Et contre ça, on a après une autre personne qui est venue, qui est Noam Chomsky, qui répond à cette verbal behavior, cette langage comme comportement, avec une autre théorie. Et il dit en gros que les enfants, ils n'ont pas autant de feedback que ce qu'il faudrait pour avoir le conditionnement opérant.
Donc on a besoin d'une théorie qui puisse prendre en compte cette manque de feedback et de stimulus. Et en plus, il s'est rendu compte que les langues sont arbitraires, ça on le savait déjà, mais par exemple pour dire qu'est-ce que c'est un stylo, le mot stylo, bah, c'est stylo en français, c'est pen en anglais, c'est un peu arbitraire, il n'y a rien du mot stylo, où on ne peut pas penser à grand chose du mot stylo qui soit iconique avec la forme d'un stylo par exemple. Mais en même temps, il y a plein de choses dans les langues qui sont systématiques et qui se ressemblent beaucoup, et Megan va vous en présenter un peu après. Mais il y a beaucoup de choses dans les langues qui se ressemblent beaucoup avec toutes les langues du monde. Donc il s'est dit, il faut quelque chose qui puisse expliquer et l'acquisition du langage avec le manque de feedback, et aussi ce fait que les langues, même et être arbitraires, se ressemblent finalement beaucoup structurellement. Et il postule qu'il y a une faculté du langage. Donc la faculté du langage, qui est une faculté innée, qui nous permet de comprendre et de produire le langage en suivant certaines conventions ou avec certains critères. Et dans cette faculté du langage, il a postulé une grammaire universelle, donc une grammaire qui est présente dans toutes les langues naturelles et qui est composée de principes et paramètres. Donc une idée qu'il y a des principes généraux qui sont partagés pour toutes les langues et des paramètres qui nous permettent de changer un peu ces principes. Et ici, je vous ai mis un exemple. Donc, en gros, par exemple, toutes les langues ont ce qu'on appelle des prédicats ou des phrases verbales. Donc, dans cet exemple, ça serait mange des bananes ou bananao tabemasu. Donc, ça serait le verbe et son complément. Et dans cette phrase verbale, il y a un verbe et il y a ce complément. Il y a une tête qui est le verbe et il y a tous ces compléments. Et en gros, on voit qu'il y a des langues de tête initiale, comme par exemple le français, où quand on dit Gianni mange des bananes, mange bien avant l'objet qui est des bananes. Mais on a des langues aussi de tête finale. Donc par exemple, en japonais, on dit Gianni wa bananao tabemasu, au lieu de dire Gianni wa tabemasu bananao. Et ça serait un exemple de principe et paramètres. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Tout va bien. Ok, tout va bien, parfait. Du coup, je vais passer au niveau de la structure du langage. Donc ici, vous voyez différents niveaux, en commençant par le bas et en montant vers le haut. Donc quand on parle, on a un signal qui est vocal et qui est continu. Donc il n'y a pas vraiment de pause entre les mots. Et de là, nous, avec notre cognition, on extrait ce qu'on appelle des phonèmes. Donc les sons qui forment les langues. Et par exemple, ici, la phrase, c'est mushrooms are an edible fungus. Donc les phonèmes, ça serait m, a, ch, r, e, m, voilà, etc. Après, ces phonèmes, on les met ensemble et on forme des morphèmes, qui sont les unités, les plus petites unités avec du significat, du sens. Et par exemple, dans cette phrase, on aurait par exemple le morphème mushroom, qui veut dire champignon. Le morphème s, qui veut dire pluriel. Le morphème ar, qui veut dire être, etc., etc. Et les morphèmes, on les met ensemble pour former des mots. Donc par exemple, avec le morphème mushroom et s, on forme le mot mushrooms. Et les mots, on les met ensemble à travers de la syntaxe pour former des phrases. Et le sens de ces phrases est étudié par ce qu'on appelle la sémantique. Donc, mushrooms are an edible fungus. Le sens qu'on pourrait lui donner, c'est que si, en général, si X est un champignon, alors X est comestible et X est un fungi. Et après, sur la pragmatique, donc sur ce sens littéral, il y a aussi, sur la sémantique, pardon, ce sens littéral, il y a aussi la pragmatique, qui est le sens non littéral, qui prend le contexte pour analyser les phrases. Par exemple, si on était dans un contexte où tu ne sais pas si tu devrais manger un champignon de Paris, parce que tu ne sais pas si c'est comestible ou pas, si quelqu'un il dit mushrooms are an edible fungus, tu vas comprendre, ah bah tu peux les manger, t'inquiète pas, c'est comestible, vas-y. Voilà, donc là je vais vous présenter un peu chaque de ces niveaux un peu plus en détail et je vais vous mettre un peu des petits exemples. Donc en commençant par la phonétique et la phonologie. La phonétique, donc, c'est l'étude des propriétés acoustiques et articulatoires du son. Donc tout ce qui est, quand on regarde le spectrogramme, si vous voyez ça, c'est un spectrogramme. Donc tout ce qui est les propriétés qu'il y a ici dans le... Ah, je ne sais pas si vous voyez mon...
Bon. Ce qu'on a en bas, dont le signal de vocal continu, c'est un spectrogramme. Donc là, il y a les propriétés acoustiques et les propriétés articulatoires, c'est comment on met notre bouche, comment on met notre langue, combien d'air on met, comment on met notre tract vocal pour prononcer les sons qu'on utilise dans notre langue. Et la phonologie étudie comment ces sons sont répartis dans une langue et quelle est la relation entre eux. Un exemple paradigmatique de la relation entre phonologie et phonétique, ça serait par exemple les allophones. Et ici, il y a les allophones du T en anglais. Donc en gros, les langues, ils ont des représentations mentales d'un son qui s'appellent des phones. Donc ici, ça serait le T en anglais. Mais quand on parle, on prononce ces sons de façon très très différente en relation à ce qu'on a à côté. Donc par exemple, pour le phone T, en anglais, on a 4 allophones différents que Megan peut vous prononcer parce qu'elle est américaine et elle le fait mieux. Oui, oui, du coup, donc je vais prononcer chaque mot. Donc je commence avec stop. Et donc stop, le T en stop est très canonique, parce qu'on pense à un T. Mais par contre, le mot mat ne l'est pas du tout. Donc on a un stop tout au derrière de la bouche quand c'est mat et pas mat. Et moi, j'entends pas très bien la différence, mais peut-être que vous l'entendez. Donc la troisième mot, c'est tap. Avec tap, on a le T aspiré. Donc il y a beaucoup de H après qui sort, après qu'on articule le T. On peut sentir avec la main que l'H qui sort. Et dernière, on a butter. Donc butter, il y a un flap où on met très très vite là vers les dents et on retire. Et c'est pas exactement la même que le T canonique dans stop. Donc on a stop, mat, tap and butter. Voilà. Et ce que Megan a dit qui est très intéressant, c'est que les gens qui parlent cette langue-là et qui sont natifs de cette langue-là vont pas voir en fait ou vont avoir besoin de beaucoup d'entraînement pour voir que ces sons sont différents. Alors que quand tu viens d'une autre langue et pour toi ces sons sont très contrastifs parce que pour toi c'est pas les mêmes sons, bah tu vas voir qu'ils sont très différents. En français par exemple, il y a aussi des allophones du phone que. Quand on dit cou et quand on dit qui, c'est pas le même son qu'on produit. Mais vu que c'est deux allophones du même phone, on pense que c'est le même son. Et c'est pas jusqu'à qu'on commence à y réfléchir, on voit comment on met la bouche ou on articule, qu'on voit qu'en fait cou et qui, le que, c'est pas le même. Et voilà, du coup, oui, vas-y, Je peux pardon. spécifier la différence. C'est que quand on articule coup, le que est plus loin elle est plus derrière. Et quand on articule qui, le que est plus en avant. Donc, je ne sais pas si vous sentez cette différence. Voilà. Et du coup, ici, ce que la phonétique ferait, c'est d'étudier les propriétés et acoustiques et articulatoires des 4 allophones. Donc, comment est-ce qu'on prononce te, comment est-ce qu'on prononce te, comment est-ce qu'on prononce le, etc. Et la phonologie étudierait. Oh, Cette conférence va maintenant être enregistrée. ok. Du coup, moi, je pense que ça, on l'a vu, on l'aura vu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Du coup, je passe à la suivante diapositive d'après, qui est la morphologie. Donc, en gros, la morphologie, c'est un peu l'étude des mots. Donc, par exemple, quand on a un mot comme unwrappable en anglais, unwrappable est constitué de différents morphèmes. Un, qui veut dire qui nie, wrap, qui veut dire emballer quelque chose, et able, qui est comme le able du français, ça veut dire qui peut se, ou ça veut dire que ça peut se faire. Et en gros, unwrappable, c'est intéressant en anglais parce que ça a deux significations. Soit la signification que quelque chose peut se déballer, donc on met unwrap et able après, et du coup on a quelque chose qui peut se unwrap, ou
Sinon, c'est la signification contraire, donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'emballer. Donc on fait unwrap, qui veut dire déballer. Non, pardon. On fait wrappable, qui veut dire emballer, et un devant, qui veut dire on ne peut pas l'emballer. Et en gros, du coup, la morphologie, c'est plus précisément l'étude des mots et comment ils sont formés. Donc comment on met ensemble les petits constituants pour former la signification des mots. Et une chose qui est très intéressante, par exemple, c'est unlockable en anglais a le même propriété que unwrappable. Ça veut dire que ça peut signifier quelque chose qui ne peut pas se fermer ou quelque chose qui peut se défermer ou qui peut s'ouvrir, en gros. Et en français, ça, c'est pas le cas. Quand on dit enfermable, bah, c'est forcément quelque chose qui peut pas se fermer. Et ça, c'est dû aux règles de composition. C'est qu'en anglais, lockable et unlock, c'est deux mots qui existent et qui peuvent exister parce qu'on peut très bien mettre un avec lock et lock avec able. Mais en français, enferme, ça n'existe pas. Alors que fermable, ça peut exister. Donc ça, c'est ce que la morphologie étudie. Si on passe à la syntaxe, je vais vous mettre une petite phrase peu à peu et vous me dites si vous la comprenez bien, qu'est-ce que ça vous dit, voilà. Est-ce que vous comprenez la phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Est-ce que vous la comprenez? Soyez pas timide. Oui, c'est ça. En gros, c'est Victor qui a dit que c'est les garden paths. Et en gros, ce que ça fait, c'est que quand on commence à lire la phrase, on lit fat people et on pense les gens grosses, fat people eat, les gens grosses mangent. Et après, on voit accumule et on se dit accumule, c'est pas un nom, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, c'est que la graisse que les gens mangent s'accumule. En gros, c'est ça la signification de la phrase. Et la syntaxe étudie ça, étudie la structure des phrases et comment elles sont formées. Et donc, normalement, on représente ça avec des arbres syntaxiques et qui sont dans notre tête. Et le problème avec les garden paths, c'est que quand on commence à lire la phrase, on a un arbre syntaxique qui n'est pas celui de la phrase en soi. Donc, par exemple, dans cette garden path-là, on commence à lire cette phrase et on dit fat people eat, et on se dit fat people, c'est un composant qui est un adjectif et un substantif qui veut dire les gens grosses, et eat, et on attend un substantif après, genre eat apples, eat whatever, et du coup ça va être le prédicat. Donc ça, c'est notre arbre syntaxique qu'on commence à former dans notre tête, mais en fait la structure est très différente, comme vous pouvez voir, et c'est fat people eat, c'est un composant, c'est la graisse que les gens mangent, et accumulate, c'est le prédicat par lui-même. Et du coup, la tête prend du temps à reformuler cet arbre syntaxique et à repenser, en gros, comment ça devrait être formé pour que la phrase ait du sens. Et une autre chose intéressante qui peut nous aider, avec lequel l'étude syntaxique peut nous aider, c'est par exemple la désambiguïser. Donc, quand on dit les fabricantes de tables italiennes, les fabricantes de tables italiennes, ça peut bien être que les fabricantes des tables sont italiennes, ou bien qu'il y a des fabricantes de tables italiennes, donc les tables sont italiennes. Et du coup, si on prend les fabricantes de tables comme un composant et italiennes comme un complément de ça, on a des fabricantes de tables qui elles sont italiennes, donc le premier descend d'en haut. Et si on prend de tables italiennes comme un composant et les fabricantes comme un autre, et après on le met ensemble, on a celui d'en bas. Et une chose qui est très intéressante en français, c'est que quand table et italienne sont dans le même composant, on peut utiliser la liaison. Donc si on dit les fabricantes des tables italiennes, ça désambiguïse aussi, et ça serait le deuxième significat ou la deuxième lecture. Et après de la syntaxe, on a la sémantique. Et du coup, ma première question, c'est la sémantique, c'est l'étude du sens. Donc, qu'est-ce que les choses qu'on dit signifient?
Et ma première question, c'est est-ce que vous pensez comment on peut définir le sens d'une phrase ou la phrase, par exemple, le vélo est rouge. Genre, comment on pourrait définir le sens de le vélo est rouge? Vous pouvez vous démonter si vous voulez, ou envoyer un petit message, ou dire que vous savez pas, et comme ça je continue. Oui, on peut définir les mots les uns après les autres. Donc on pourrait dire... Du coup, là, on devrait définir, moi je pense, les mots de contenu. Donc vélo et rouge, et comment on les relationne avec les autres mots. Par exemple, vélo, bah, c'est un truc de 2 roues, et rouge, c'est, je sais pas, une chose qui est de couleur rouge. Mais après, et l'idée, c'est de faire une analyse compositionnelle. Donc, de ces petits mots, on fait à nouveau un petit arbre syntaxique de comment ils se mettent ensemble pour avoir le sens. Et une fois on a fait ça, ce qu'on utilise, ou ce que beaucoup de sémanticiens utilisent pour définir le sens, c'est les conditions de vérité. Et en gros, on dit, si on sait les conditions dans lesquelles une phrase est vraie, alors on sait le sens. Donc si on sait qu'est-ce que chaque mot veut dire, si on sait les mettre ensemble, et si on sait dans quelles conditions cette phrase serait vraie, par exemple, le vélo est rouge est vrai dans toutes les situations où ce vélo est rouge. Ça sonne un peu genre très facile, un peu une tautologie un peu facile, mais en fait, ça nous a aidé à avancer beaucoup de théories sur la sémantique. C'est juste que sur des phrases aussi faciles, on dirait que c'est un peu basique. Mais c'est un peu l'idée, c'est qu'à partir de choses basiques, on fait des trucs beaucoup plus intéressants. Et il y a un problème avec la sémantique, c'est que ça n'arrive pas à tout. On ne peut pas avoir la signification, le sens de tout ce qu'on dit par la sémantique. Et par exemple, dans des phrases comme celle-ci, donc si quelqu'un dit « il fait froid dehors » et l'autre personne répond « ah, bah, pas besoin de prendre le manteau », pas besoin de prendre le manteau, c'est vrai dans toutes les conditions, dans toutes les situations où on n'a pas besoin de prendre le manteau. Mais en fait, c'est pas ça ce que la personne voulait dire. La personne voulait dire, bah, il fait pas froid, t'as pas besoin de prendre le manteau, t'inquiète. Donc on a besoin d'une théorie en plus qui puisse nous expliquer toutes ces choses qui se savent par le contexte, par quelle phrase venait avant, quelle phrase vient après, quelle phrase est venue genre 3 phrases avant. On a besoin de quelque chose qui prenne en compte le contexte. En fait. Et ça, c'est la pragmatique, qui étudie le sens non littéral de phrases. Donc ici, pas besoin de prendre le manteau veut dire non, il fait pas froid. Et du coup, un autre exemple de la pragmatique, c'est le cas de 3. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire 3? 3, c'est un numéro. C'est quoi sa signification? On pourrait dire bah, c'est le numéro entre 2 et 4. Ça a du sens. Donc on aurait, bah, j'ai 3 enfants, ça veut dire j'ai 3 enfants, je n'ai pas 2, je n'ai pas 4, j'ai 3 enfants. Mais du coup, on se retrouve avec des choses comme il faut avoir 3 enfants pour recevoir cette aide. Et là, on se dit, bah, attends, est-ce que si on a 4 enfants, on peut pas avoir cette aide? Genre, c'est que 3 enfants. Normalement, c'est 3 et plus. Donc on voit ici que 3, ça ne veut pas dire forcément exactement 3, ça veut dire des autres choses aussi. Donc on a pour la première phrase que 3, ça veut dire exactement 3, et pour la deuxième, que 3, ça veut dire au moins 3. Et en fait, c'est des règles pragmatiques qui nous aident à décider entre ces deux possibles sens du mot 3. Et finalement, un autre puzzle intéressant, c'est le négatif en français. Donc quand on dit « personne ne croit en rien », ça veut pouvoir dire deux choses différentes. La première, c'est si on dit bah, « nous vivons dans un monde d'incrédulité totale, personne ne croit en rien », ça veut dire que aucune personne croit dans aucune chose, donc voilà, personne ne croit en rien. Mais si on dit oh, « il n'est pas possible de vivre sans croyance, personne ne croit en rien », là le sens change complètement et ça veut dire que tout le monde croit en quelque chose. Donc ça c'est un puzzle très intéressant du français qui peut être regardé avec la linguistique. Voilà. Et ça, c'est tout pour les niveaux d'analyse du langage. Et je vais laisser Megan
passer et partager les slides pour qu'elle puisse les passer elle. Voilà, voilà. Oui. Et maintenant, je vais partager mon écran. Donc, on va passer à ça. Est-ce que vous voyez même mon écran? Oui, Ok, très bien. Je vais me mettre en mode présentation. Et vous voyez toujours, c'est bon? oui, c'est bon. Ok, très bien. Là, je ne sais pas combien de temps il reste, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, oui, merci Lara pour ce résumé de la linguistique formelle. Et maintenant, on va passer à l'acquisition du langage. Et dans l'acquisition du langage, c'est sûr que l'acquisition du langage implique l'acquisition de tous les niveaux de structure de la grammaire de la langue maternelle. Donc, ici, j'ai une petite image de l'acquisition de langage. Et surtout, il faut, dans un certain sens, avoir les propriétés prosodiques, phonétiques, etc., avant d'acquérir les propriétés des mots, avant d'acquérir les propriétés syntaxiques, etc., etc. Donc, on va voir tout au long de l'acquisition, on va se rappeler de la structure un peu hiérarchique de langage. Donc, d'abord, je vais faire un petit résumé de tous les niveaux de structure. Et maintenant, on va passer, après, on va passer aux deux théories, le nativisme et l'empiricisme. Donc, on va commencer avec le rythme et la prosodie. Donc, qu'est-ce que c'est que la prosodie? La prosodie, c'est toute propriété phonétique ou phonologique d'une langue qui a à voir avec le rythme, l'intonation, les tons, donc tout qui n'a pas à voir avec les consonnes et les voyelles qu'on a déjà vues. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est que l'acquisition des propriétés prosotiques dans sa langue maternelle prend lieu ou commence en partie avant la naissance. C'est-à-dire que il y a des nouveau-nés que dans les premiers jours de vie, ils peuvent distinguer entre des langues qui ont des différents systèmes de rythme. Donc, ceci était une étude fait par Nati Bertoncini et Meller. Ils ont montré que les nouveau-nés français peuvent distinguer entre les langues accentuelles, les langues stress-timed, où on met le rythme de la langue peut être est gardé par les syllabes qui ont de stress entre ces langues-là et les langues syllabiques, comme le français, où on garde le rythme de chaque syllabe. Et la raison pour laquelle on commence avec la prosodie, c'est parce que avant qu'on est né, la mère, son ventre agit en tant que filtre. Et le ventre filtre tous les sons de haute fréquence. Il garde tous les sons de basse fréquence. Et dans ces basses fréquences de parole, on peut toujours entendre, on peut toujours extraire les propriétés du rythme des langues. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec les propriétés prosodiques. Et je trouve ça juste vraiment fascinant. Donc, dès la naissance, on commence à acquérir les consonnes et les voyelles. Donc, le bébé se met à apprendre tous les sons possibles dans sa langue maternelle. Et ça prend lieu entre l'âge de la naissance et 6 mois. Donc, si on a un petit modèle de l'anglais ici, on va se dire que le bébé va rencontrer plusieurs sons, mais pas certains sons. Donc, il va rencontrer le T aspiré, le D, le flap et le glottal stop qu'on a dit tout à l'heure avec Lara, mais il va pas rencontrer le D aspiré, par exemple, ou un D qui ressemble un peu à un R. Donc, il va, dans un certain sens, restreindre sa perception à que les sons qui se trouvent dans sa langue maternelle. Et donc, un peu plus tard, une fois qu'il a acquis tous les sons dans sa langue, il va apprendre comment les grouper dans des catégories phonologiques. Donc,
Ça se passe à peu près à l'âge de 10 mois, à 12 mois. Donc, on va voir que à cet stage-là, l'enfant va considérer que ces sons-là se ressemblent beaucoup plus, les sons qui font la phonème T se ressemblent beaucoup plus que les sons qui font la phonème D, par exemple. Donc, ils vont ignorer les différences entre ces sons-là et ils vont mettre plus saillant les différences entre le T et le D, par exemple, ou le T aspiré et le D, ou le flap et le D. Euh, et c'est vraiment important cette première année de vie parce que c'est dans la première année de vie que on dit que le bébé devient une spécialiste dans sa propre langue. Donc à la naissance, et même avant la naissance, il a l'opportunité de prendre n'importe quelle langue. Mais vraiment après la première année de vie, c'est parti pour être natif de sa langue maternelle. Et dans la première année, on considère aussi que c'est la période critique d'acquisition des sons. C'est-à-dire que si on regarde les études de la psychologie clinique, on voit que avec les populations sourdes, si on décale cette période d'acquisition des sons, ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre les sons après la première année de vie. Donc c'est vraiment critique, cette première année. Donc après les catégories phonologiques, on passe à la segmentation des mots. Et donc, une fois que les catégories phonologiques ont commencé à développer, les bébés commencent à distinguer les mots du flux continu de la parole. Donc, comme Lara a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'espace entre les mots. La parole est vraiment continue. Donc, c'est pas comme si je parle comme ça. Donc, en fait, c'est pas évident de segmenter les mots. Il n'y a pas d'indice acoustique cohérent pour signaler qu'un mot a fini et un autre mot a commencé. Donc, il y a ce problématique. Il y a ce problème pour les enfants à apprendre les mots. Et on va voir ça un peu plus tard quand on parle des théories. Et donc après, on passe à la structure syntaxique. Donc une fois que certains mots sont distingués, les bébés apprennent les catégories syntaxiques. C'est-à-dire qu'ils apprennent ce que sont les noms, les verbes, les prépositions, etc. Et donc, à l'âge de 14 mois, déjà, les enfants s'attendent à ce que les noms soient précédés des déterminants. Donc, c'est-à-dire que quand on entend la parole, on est toujours en train d'entendre le ou la en français avant un nom, ou peut-être un ou une. Donc déjà à 14 mois, le bébé a appris comment faire ça. Et en fait, ça l'aide avec la prochaine étape de l'acquisition, ce qui est l'acquisition des sens des mots. C'est-à-dire que s'ils savent, une fois qu'ils entendent le déterminant, le ou la, que ce qui va précéder, ce qui va suivre, pardon, c'est un nom, il va, ils vont restreindre les sens possibles des mots, du mot en question. Et donc, l'acquisition des sens des mots commence très tôt aussi. Donc, à l'âge de 9 à 12 mois, les bébés commencent déjà à produire des mots très simples, comme maman, ou peut-être comme qui se réfèrent aux objets dans leur environnement. Donc, ça implique l'acquisition de ces mots, avec l'acquisition des sens des phrases complexes qui vient plus tard. Et donc finalement, la dernière étape, c'est l'acquisition de la pragmatique. Et on voit que ça arrive beaucoup plus tard au cours du développement. Par exemple, si un enfant de 2 ans dit tu veux jouer à son papa, le papa, je suis fatigué, et c'est pas sûr que l'enfant comprenne que ça veut dire que le papa ne veut pas jouer, parce qu'il n'a pas dit non, je ne veux pas jouer. Donc, et même il y a des compétences pragmatiques qui prennent beaucoup de temps à apprendre. Par exemple, le sarcasme. Les enfants de 2 à 3 ans, ils ne comprennent pas du tout le sarcasme. Et donc ça prend encore plus de temps. Donc voilà.
pour ce petit résumé de l'acquisition de langage. Je sais que c'était un peu vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer maintenant à les théories. Euh, alors, donc, si on rappelle tout à l'heure avec Lara, on a dit que le générativisme ou le nativisme de Chomsky était une réponse au behaviorisme de Skinner. Et donc, les behavioristes veulent dire que le langage n'est qu'un comportement. Et si on donne un input, on va avoir une réaction. Et le comportement linguistique est tout à fait prévisible. Et les générativistes ont dit non, ce n'est pas le cas. Le cerveau n'est pas une boîte noire parce que le comportement linguistique, justement, c'est pas, ça peut pas être expliqué sur la base du conditionnement. Donc, les humains, ils sont très créatifs. Ils ont une habilité de raisonnement assez complexe. Et donc, et on peut voir cette créativité et cet raisonnement dans les comportements linguistiques. Donc, Chomsky a créé le programme de grammaire universelle en partie pour différencier la cognition humaine de celle des animaux. Et donc, dans le grammaire universelle, on veut découvrir les propriétés universelles spécifiques au langage humain. Et donc maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'acquisition de langage? Et le rapport, c'est que si certains aspects du langage sont innés, ce qui est proposé par l'hypothèse d'innéité, s'il y a des propriétés universelles, ça veut dire que peut-être que le langage est spécifié de manière biologique. C'est-à-dire si on est tous des humains, si on est tous de la même espèce, on va développer dans le même sens. Et donc, ça, c'est une base biologique pour le langage. Et donc, avant de présenter la théorie du nativisme un peu plus dans les détails, je vais vous parler de quelques exemples classiques des propriétés universelles du langage. Et donc, maintenant, on voit un exemple classique dans l'ordre des mots dans toutes les langues du monde. Donc, en français et en anglais, l'ordre des mots va être de l'ordre suivant: sujet, verbe, objet. Par exemple, un sujet est je, qui est suivi par le verbe qui est regarde et l'objet qui est le chat. Donc, je regarde le chat. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les langues du monde qu'on a cet ordre. Donc, par exemple, en irlandais, en gallois, on a un ordre verbe, sujet, objet. Et je pense que c'est assez clair. Ici, c'est quelque chose comme regarde je le chat en irlandais au lieu de je regarde le chat. Et donc, en fait, il y a dans les langues du monde 6 ordres possibles qu'on peut trouver avec le sujet, verbe et objet. Et donc, en anglais et en gallois, on a déjà vu les langues SVO et les langues VSO. Mais il y a aussi la malgache avec le VOS qui est beaucoup moins commun. Et il y a les langues aussi de type SOV, comme le japonais. Donc, il y a toutes sortes d'ordres qui sont possibles. Et la propriété universelle, l'universalité de l'ordre de mots dans toutes les langues du monde se trouve dans la fréquence avec laquelle chaque type de trouvé dans le monde. Donc, on voit ici que les langues SO comprennent plus que 90% des langues du monde. Donc, on peut voir sur la carte ici qu'on a tous les langues SO sont en rouge, orange et bleu. Et c'est vraiment la vaste majorité des langues qu'on trouve. Et par contre, les langues OS, c'est le contraire. C'est moins que 5% des langues qu'on trouve. Et donc, le grammaire universel va proposer une règle ou une paramètre, ou plutôt un principe universel, qui va dire que les langues SO sont préférées
sur les langues OS. Ou peut-être que le sujet, c'est plus universel que le sujet soit spécifié avant l'objet dans les langues. Donc on va avoir vraiment une règle spécifiée dans le cerveau pour nous dire ça. C'était la version originale de l'hypothèse de linéité. Et donc quelques autres propriétés universelles du langage, juste très brièvement. La plus connue, c'est peut-être la récursivité, et c'est le fait que on peut avoir des phrases avec une longueur indéfinie, c'est-à-dire je peux toujours dire une phrase comme Suzanne a proposé qu'on regarde un film, et puis je peux rajouter Marie a dit que Suzanne a proposé, je peux rajouter encore je pense que Marie a dit que Suzanne a proposé, et etc. à l'infini, dans des certaines contraintes cognitives. Mais c'était trouvé après la récursivité était proposée comme propriété universelle que c'est vrai que dans presque tous les langues du monde, on trouve qu'ils sont récursifs. Et donc c'est vraiment une propriété qui est toujours considérée presque universelle des langues. Autrement, on a les inventaires phonologiques. Et il semble que ça aussi c'est universel. Donc, et on dit ça parce que l'ensemble de sons trouvés dans les langues humaines est moins grand que l'ensemble des sons possibles qu'on peut articuler. Et il y a aussi des tendances à ce niveau-là, des sons qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres. Donc, pour les consonnes, on dit que les sons pe, te, que, m, n sont les plus fréquents. Et pour les voyelles, c'est i, et a, o et ou. Et il y a certainement une contrastivité avec ces sons-là. Par exemple, si on y pense, i et a, o et ou sont très très contrastifs. On peut très facilement différencier entre ces sons, mais donc c'était pas très probable que les sons les plus fréquents seraient par exemple e, o, des voyelles un peu centralisées dans la bouche. Donc on voit ça aussi avec les consonnes. Et bien sûr, la perception, la capacité de perception chez les humains et la capacité d'articulation font la différence aussi dans cette universalité de l'inventaire phonologique. Voilà. Donc, on passe enfin à l'hypothèse de linéité, ce qu'on appelle le nativisme. Donc, comme on a déjà dit, c'est l'hypothèse que les propriétés universelles du langage sont biologiquement spécifiées de manière innée chez les humains. Et cette hypothèse fait des prédictions sur comment l'acquisition de langage doit être. Notamment, les nativistes prédisent que l'acquisition de langage va être facile, parce que dans les plus simples de termes, le bébé n'a pas grand-chose à apprendre si tout est déjà spécifié dans le cerveau. Et le deuxième aspect, c'est l'acquisition de langage doit être similaire à travers la population humaine. Donc, on devrait trouver des périodes critiques comme on trouve dans l'acquisition des sons, par exemple. Et donc, Chomsky, il a avancé un argument pour soutenir cette idée de l'hypothèse de linéité. Et c'était l'argument de la pauvreté du stimulus. Et en gros, c'est que les enfants, c'est que les langues sont tellement complexes, avec des grammaires tellement nuancées, que les enfants n'ont pas pu entendre toutes les formes qui sont attestées dans leur langue maternelle. Avant de ne les comprendre et avant de les utiliser. Donc, en fait, les nativistes pensent qu'il y a des propriétés manquantes qui sont supplémentées, qui ne peuvent être que supplémentées par le grammaire universel. Et c'est comme ça que la pauvreté du stimulus soutient l'hypothèse de linéité. Donc, on va voir quelques exemples des tendances universelles et
de la pauvreté du stimulus. Donc, et dis-moi si je vais trop vite, si vous avez des questions déjà. Euh, on a peut-être que 20 minutes, ça se passe, c'est bon, c'est tranquille. Il y a une question sur le chat. Oui, c'est quoi? Désolée, je viens de la voir, mais je pense qu'elle a été envoyée maintenant de Victor qui dit: est-ce que c'est ce qu'on appelle le problème logique de l'acquisition du langage? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le problème logique? Ah, je sais pas trop. Je connais pas ce terme. Surtout, peut-être que c'est ce que vous l'appelez en français, mais je suis pas sûre. C'est certainement la plus grande argument dans le champ de l'acquisition de langage. Donc, j'imaginerais que c'est ça. Euh, voilà. Alors, on passe aux tendances universelles et on va tirer un exemple de l'apprentissage des mots. Donc, quand les bébés apprennent les mots pour les catégories, par exemple pour les animaux, ils ont une tendance de surgénéraliser à une période spécifique. Entre 9 et 18 mois, ils surgénéralisent. C'est-à-dire que s'ils entendent un mot comme chien, ils vont penser que un chien, c'est juste un animal avec quatre jambes. Peut-être que c'est un vrai chien, peut-être que cheval, peut-être que chien, c'est un bon mot pour cheval, pour cochon, pour zèbre. Et s'ils voient un cheval, ils vont dire chien. Et donc, après 18 mois, ils arrivent, ils restreignent l'interprétation des mots. Donc, ils arrivent plus ou moins à la bonne interprétation de chien, mais quand même, ils ont cette tendance de surgénéraliser pendant beaucoup de mots. Et en fait, il y a une surgénéralisation à plusieurs niveaux de la linguistique pendant l'acquisition. Par exemple, au niveau de la morphologie, vous entendez peut-être des enfants français qui disent y croivent ou vous disiez au lieu de dire y croit ou vous dites. C'est la même chose en anglais. On a les enfants qui disent, les nourrissons qui disent I goed au lieu de I went. Euh, et c'est la même chose avec la syntaxe plus tard un peu aussi. Les enfants français ils disent je dis qu'est-ce que je veux manger au lieu de dire je dis ce que je veux manger. Donc, les nativistes prennent cette tendance de surgénéralisation comme propriété universelle et comme j'ai déjà dit, ils supposent que cette propriété veut dire que si on a tous des périodes critiques où on surgénéralise, où on fait le même type de comportement, ça veut dire que il y a une faculté de langage, que le langage est spécifié de manière innée. Et donc, il y a une autre tendance que les bébés ont quand ils apprennent les mots pour les animaux, et c'est le fait qu'ils peuvent généraliser. Et donc, c'est-à-dire que peut-être que l'enfant a entendu, peut-être regarde un chien 3 fois, exactement 3 fois dans sa vie. Et la première fois, ça a fait référence à un Golden Retriever. La deuxième fois, peut-être que c'était une caniche. Et la troisième fois, c'était un terrier. Et pourtant, après avoir vu ces 3 situations avec des chiens un peu différents, il peut généraliser à d'autres types de chiens. Et il arrive à faire ça, il réussit très bien à faire ça. Donc la quatrième fois et c'est peut-être un peu simple, mais le quatrième fois qu'il va voir un chien, il voit un chihuahua pour la première fois, il dit un chien. Euh, et donc les nativistes prennent cette capacité d'être un exemple de la pauvreté du stimulus, qui n'a jamais vu un chihuahua avant. Personne ne lui a dit que les chihuahuas sont des chiens, mais pourtant il arrive. Donc il y a quelque chose manquante là, et peut-être que ça veut dire qu'il y a un mécanisme inné de généralisation. Et donc un peu plus tard, on va voir que les problèmes un peu avec cet argument et la réponse des empiricistes à cet argument de la pauvreté du stimulus. Euh, et pour le moment, je pense que je vais continuer.
Et maintenant, on va regarder justement la théorie de l'empiricisme. Et c'est vraiment c'est une famille de théories qui préfèrent des approches data-driven, des approches avec les données et les expériences. Euh, donc, en gros, l'empiricisme, c'est l'idée que l'apprentissage du langage est un processus purement statistique qui s'appuie uniquement sur des capacités cognitives générales. Donc, de cette hypothèse-là, on sort avec la prédiction que l'acquisition de langage est une intégration statistique des informations sensorielles. Et donc, on va voir un exemple, on va revoir l'exemple des segmentations de la parole. Donc, comme on a dit avant, pour apprendre les mots d'une langue, il faut apprendre où sont les frontières lexicales. Donc, la parole est continue, et il faut trouver les frontières. Il n'y a pas d'indice acoustique cohérent qui marque les frontières. Et la solution proposée par Safran et al. Était la solution des transitional probabilities, et la probabilité transitionnelle. Et c'est juste que la probabilité qu'une syllabe va suivre une autre syllabe augmente si les deux syllabes sont dans un mot et diminue si les deux syllabes se trouvent entre deux mots. Donc c'est plus probable que je vais entendre jo, la syllabe jo et puis la syllabe li en français parce que joli est un mot. Mais c'est moins probable que je vais trouver la syllabe B après le mot parce que justement, je peux rajouter plusieurs autres mots après le mot joli. Je peux dire joli sac, jolie maman, etc. Donc, le but de cette expérience était de voir si les bébés étaient sensibles au TP, aux Transitional Probabilities. Et donc, ils ont fait ça avec une Familiarization Preference Paradigm. Donc, en gros, une expérience avec deux parties où, dans la première partie, le bébé était familiarisé à des certains stimuli. Donc, ils ont pris un groupe des bébés âgés de 8 mois et ils écoutaient un flux continu de paroles dans une langue artificielle, dans une langue inventée. Et ils ont fait ça pendant plusieurs minutes. Et notamment, leurs stimuli n'avaient pas d'autres indices acoustiques. C'était pas très naturel en tant que stimuli. C'était un peu bidaku, gola, popado, tila, bidaku. Donc, il n'y avait aucun indice, mais c'était un peu l'idée parce qu'il voulait savoir si les bébés pourraient uniquement utiliser ces TP pour segmenter des mots. Donc, comme dans les langues naturelles, il y avait des mots dans cette langue artificielle et les TP fonctionnaient de la même manière. Les TP entre les mots, les TP dans les mots sont plus grandes que les TP entre les mots. Donc, après avoir été familiarisé, il passait à la phase du test. Et donc, dans la phase du test, le bébé écoutait à des répétitions de 3 syllabes et ils ont été groupés dans deux groupes. Il y avait des bébés qui écoutaient que à des mots dans la langue artificielle. Donc, ils ont entendu bidaku, bidaku, bidaku. Soit ils ont entendu des syllabes choisies au hasard. Donc, godapi, godapi, qui n'étaient pas des mots dans la langue. Et ça, c'est le point critique de l'expérience. Si le bébé a déjà segmenté le mot pendant la phase de familiarisation, les chercheurs ont assumé que il va s'ennuyer et il ne va plus vouloir écouter à ce mot. Donc il va dire ok bidaku, j'ai compris, je veux plus écouter à ce mot-là. Mais par contre, s'il entend des syllabes qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu avant, il va vouloir écouter plus longtemps à ces syllabes aléatoires. Et donc, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Donc, voici ça. Et ils ont trouvé que les enfants ont écouté au mot pour à peu près 8 secondes avant de s'ennuyer. Et les syllabes, un peu plus de temps. Ils ont trouvé que c'était une différence statistiquement significative. Et donc,
Il peut y avoir beaucoup de critiques sur ce paradigme et justement c'est vraiment le challenge de faire de la recherche sur les bébés, c'est de trouver des moyens de deviner ou d'extraire ce que les bébés pensent et ce que les bébés font parce que c'est pas évident du tout justement surtout à cet âge de 8 mois où ils peuvent pas parler. Il faut vraiment être créatif quand on construit des paradigmes pour étudier les bébés. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont répliqué cette expérience avec les bébés âgés de 6 mois. Ils ont trouvé que ces bébés-là ont échoué à cette tâche. Donc, ils ont conclu que la segmentation de la parole arrive entre 6 et 8 mois, vu que le groupe de 6 mois a échoué, le groupe de 8 mois a réussi. Et donc, Safran et al. Ont pris ces résultats pour dire que les bébés, ils peuvent apprendre le langage sans aucun, ou au moins ils peuvent apprendre à segmenter les mots sans aucun capacité innée biologiquement spécifiée. Ils peuvent juste faire ça sur les transitional probabilities. Donc c'était une étude vraiment importante et qui a beaucoup influencé la domaine après. Donc, où en est-on? Et, euh, et encore une fois, vous pouvez m'interrompre avec des questions ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas. Donc, on a dit que l'empiricisme, c'est une intégration statistique et ça implique aussi l'utilisation de ce qu'on s'appelle indirect negative evidence. Et indirect negative evidence, c'est le fait que, ou l'idée que les enfants peuvent conclure que les structures qu'ils n'entendent jamais ne sont pas grammaticales. Donc, les enfants, ils ont cette capacité de raisonnement, comme on a dit, et les empiricistes disent qu'ils peuvent utiliser leur capacité de raisonnement sans avoir besoin de, encore une fois, des paramètres innés. Et cette utilisation de indirect negative evidence les permet à affirmer certaines hypothèses sur la structure de la grammaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit un exemple ici avec la structure syntaxique en anglais. Donc, on a la phrase, la première phrase, It is likely that John will run tomorrow. Il est probable que John va courir demain. Et on peut transformer un peu cette phrase dans la manière suivante. John is likely to run tomorrow. Et donc, on a une deuxième phrase qui est très similaire à la première. C'est It is possible that John will run tomorrow. Mais cette fois-ci, on ne peut pas traiter cette phrase-là dans la même manière. Donc, on ne peut pas dire John is possible to run tomorrow. Et en linguistique, on met toujours un astérisque quand on veut dire que quelque chose n'est pas grammatical. Donc, les nativistes diraient il faut penser à une règle. Il faut avoir un paramètre qui dit que il n'y a pas de phrase de type X is possible to Y où X est un agent et Y est une action. Mais par contre, avec le indirect negative evidence, encore une fois, les empiricistes diraient que le fait que les enfants n'ont jamais entendu cette phrase-là les permet à conclure que ce type de phrase n'est pas grammatical. Donc, il n'y a pas besoin de proposer des paramètres pour dire ce qui n'est pas le langage. Et c'est généralement, de manière générale, le indirect negative evidence, c'est accepté par les psycholinguistes aujourd'hui que tout le monde accepte que les enfants peuvent utiliser le indirect negative evidence. Et donc, on peut avoir un autre exemple en français où, par exemple, on formule des questions et il y a une certaine manière de formuler les questions. Donc, dans la première phrase, on a Marie a vu Jean. Et si on veut formuler une question, on peut simplement supprimer le dernier mot et vous rajouter un mot de question au tout début de la phrase. Genre, qui est-ce que Marie a vu? Qui est-ce que Marie a vu? Marie a vu Jean. Pourtant, il n'y a pas, on ne peut pas faire ça avec toutes les phrases. Donc, la formation des questions en français et dans toutes les langues, c'est assez compliqué. Donc, on peut pas dire Marie a rencontré quelqu'un qui aime Jean.
qui est-ce que Marie a vu quelqu'un qui aime? Qui est-ce que Marie a rencontré quelqu'un qui aime? Ça ne va pas du tout. Encore une fois, les empiricistes, ils vont dire les bébés utilisent le indirect negative evidence pour inférer que 2B n'est pas grammatical. Donc, on conclut un peu. Je suis contente qu'on soit arrivé à la fin quand même après toutes ces difficultés. Donc, le nativisme et l'empiricisme, où en est-on aujourd'hui? Donc, on sait maintenant, on sait que après des années et des années des études, il existe bien des tendances universelles dans l'acquisition de langage et dans la structure des langues de manière générale. Et on a eu vraiment beaucoup plus de recherches dans d'autres domaines qui a confirmé ça. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la proposition de l'hypothèse de linéité et les contre-arguments de l'empiricisme, c'était dans les années 60-70, c'était vraiment avant ou en même temps que la neuroscience a développé, la psychologie clinique a développé dans la science moderne qu'on connaît. Et on a des évidences de ces domaines-là qui soutiennent une faculté de langage. Donc, notamment de la psychoclinique, on sait qu'il y a des pathologies spécifiques au langage et même au niveau de la structure du langage, par exemple de dyslexie. C'est quand on a des problèmes en traitant les sons dans une langue. Et on a aussi des évidences de la neuroimagerie et de la neuroscience. On a trouvé bien des régions du cerveau qui sont spécialisées dans l'articulation et la perception des sons, dans le traitement sémantique, dans le traitement syntaxique. Donc, il y a bien d'évidence qu'il y a des tendances universelles, que le cerveau a une architecture qui soutient l'apprentissage de langage. Pourtant, la faculté de langage est peut-être moins grande que prévu ou que proposé par Chomsky dans l'hypothèse de l'innéité initiale. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il est généralement accepté par les scientifiques que les enfants utilisent le direct evidence and indirect negative evidence pour apprendre au lieu de postuler des règles innées très compliquées, très spécifiques de la syntaxe ou de la phonologie. Donc voilà. Mais en résumé, le débat qui s'est lancé entre ces deux approches a contribué beaucoup à la découverte des tendances universelles dans l'acquisition de langage et de plein d'autres phénomènes. Donc, on a parlé du traitement de sons avant la naissance, on a parlé de la période critique pour l'acquisition des sons. Vous pouvez voir que je suis spécialiste dans les sons et pas la syntaxe. Mais ah oui, et oui, et la capacité de généralisation des catégories des mots. Donc, on a vraiment beaucoup avancé dans ce domaine grâce à ce débat et grâce à ces deux théories qui s'opposaient. Et donc, on se demande si, même s'il y a un besoin de résoudre définitivement ce débat. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un peu, vu que tout le monde accepte qu'il y a des choses biologiquement spécifiées, qu'il y a des choses acquises, le débat s'est un peu bougé est-ce que les biais qu'on observe sont spécifiques à la faculté de langage ou est-ce qu'ils sont plus généraux? Est-ce qu'ils sont des propriétés générales de la cognition humaine? Est-ce qu'ils sont des propriétés générales de la cognition animale ou cognition des primates? Ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout des biais de la cognition, mais juste des propriétés de l'environnement? Et l'exemple que je peux penser, l'exemple que je veux donner pour ça, c'est par exemple les humains et les primates, je pense, préfèrent beaucoup de penser au groupe que de penser au
aux éléments qui ne sont pas partie des groupes. Donc, par exemple, on préfère beaucoup de traiter les mots comme and, comme et on préfère de regrouper des choses, et on ne préfère pas de dire des mots comme ou or, ils sont plus difficiles à traiter. Et donc, on se demande si c'est vraiment spécifique au langage ou si ça a été trouvé que les primas partagent un biais pour grouper et pas pour euh, disjoindre des choses. Et donc voilà, c'est là où on est un peu aujourd'hui et c'est tout ce que j'ai. Et donc ça laisse peut-être quelques minutes pour les questions. Et je vais peut-être, oui, je sais pas. Je continue à partager ou ouais, je vais. Comme tu veux. J'allais dire, il y a Victor qui a une question, qui a dit que est-ce qu'on peut pas interpréter le résultat de Indirect Negative Evidence en disant qu'il y aurait dans la grammaire universelle un paramètre qui nous dit si ce genre de phrase est correct ou pas. Donc, ouais. Oui, mais c'est pas, c'est considéré que c'est pas vraiment nécessaire. Si finalement on a une infinie des règles dans le cerveau qui dit que ceci est correct et cela n'est pas correct, euh, ça va faire beaucoup, ça va prendre beaucoup d'espace, euh, quoi qu'il je sais pas, on ne sait pas encore comment les sons sont représentés vraiment. On y arrive un peu, mais pour moi, je dirais que on n'a pas besoin. Si on prend juste les structures qu'on rencontre dans la vraie vie, en interagissant avec l'environnement, on peut déjà sortir avec ce qu'on pense est vrai ou ce qu'on pense euh, est bon en termes de communication avec nos partenaires. Et on n'a pas besoin de telles règles. Mais je ne sais pas si ça vous satisfait en tant que réponse. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que il devient un peu tard. On a une autre question dans le chat qui dit est-ce que nous aurez des références de livres sur la linguistique pour savoir un peu plus dessus? Moi, je dirais un Oui. bon livre, un livre intéressant en tout cas, c'est L'instinct du langage de Pinker. Moi, je le trouve intéressant et divulgatif pour rentrer dans ces idées-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord avec ce qu'il dit, mais il est très intéressant comme première lecture. Et oui, et on a recommandé, je ne sais pas si ça a été transféré, deux livres, un de Chomsky et un d'un chercheur qui s'appelle Tomasello. Et l'un est vraiment le livre sur le générativisme et l'autre c'est un livre sur l'empiricisme. Donc vous avez ces deux points de vue. Ah, et je vais euh, arrêter mon partage et écrire ces références dans le chat. Donc oui, voilà. Donc Chomsky, je pense que c'est 2006. Et je pense que ça s'appelle la grammaire universelle. Et c'est bien sûr, c'est pas la première version du livre, vu que ça fait longtemps que on a eu le grammaire universelle. Et Thomas Salo, c'est 2018. Je pense que c'est. Ok, trop bien. Oui, oui, merci Victor. Merci à vous tous. Merci pour nous avoir suivis pendant ces difficultés.